Bienvenue dans le podcast Les Vendredis de la Transition, des témoignages d'élus locaux sur la manière dont les municipalités s'investissent pour faire progresser la transition écologique sur leur territoire, proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, dans le cadre d'un projet soutenu par la DREAL Grand Est. Pour que notre planète continue à être vivable, il nous faut relever le défi de la transition écologique, en repensant nos modes de production, de consommation et plus largement notre façon de vivre. Parce qu'ils sont proches des habitants et qu'ils disposent de nombreux moyens d'action, les élus locaux en sont des acteurs incontournables. Pour Citoyens et Territoires, je suis allée à la rencontre de maires et de conseillers municipaux qui portent la transition écologique dans leur commune. Je leur ai demandé de m'expliquer leur conception de la transition, de me raconter par quoi ils ont commencé, quelles actions ils ont mises en place et aussi comment ils ont associé les autres acteurs de la commune, notamment les habitants. Vous avez rendez-vous aujourd'hui avec Jean-Pierre Piella, maire de Breitenbach, une petite commune de 650 habitants située en Alsace centrale, à une vingtaine de kilomètres de Sélestat, dans la communauté de communes de la vallée de Villers. Bonjour, Jean-Pierre Piella, donc je suis maire de Breitenbach depuis 1989. J'ai aussi des engagements, je préside le SMICTOM d'Alsace centrale, donc je m'occupe des déchets pour 90 communes situées sur 6 communautés de communes. Voilà, je m'occupe des finances de la communauté de communes de la vallée de Villers et je suis un ancien prof de maths au collège de Villers. Donc me voilà depuis bien longtemps donc, implanté dans cette vallée. La transition écologique consiste pour moi à changer profondément de mode de vie, à retourner vers une sobriété, non pas à remplacer des moteurs thermiques par des moteurs électriques seulement, c'est-à-dire continuer ce mode de vie et cette course que nous avons en ce moment, mais c'est réellement changer de vie. Voilà, alors je suis très choqué aujourd'hui de voir tout autour de moi cet effondrement de la biodiversité, de voir nos forêts. Nous sommes à Breitenbach, c'est une commune forestière, nous avons 750 hectares de forêt communale. Donc ces forêts sont en train de dépérir, on a des massifs entiers qui souffrent à cause de la sécheresse et à cause des chaleurs excessives. On a du mal à assurer une régénération naturelle, à la fois par la pression de la faune sauvage, mais aussi par les conditions donc climatiques. Il y a les agriculteurs qui souffrent. Là encore récemment, des sources ont tari, et donc il y a des problèmes d'eau qui se posent au niveau de la commune. Moi-même, je suis depuis très longtemps engagé dans l'agriculture et le jardinage biologique. Tout jeune, j'aimais composter. J'ai repris le flambeau après dans une vie plus institutionnelle avec le SMICTOM d'Alsace centrale où on a beaucoup développé le compostage. On a été une des toutes premières collectivités en France à collecter les biodéchets, puis à les méthaniser, à les composter. Donc c'est vrai qu'il y a ces engagements de proximité qui essayent de faire face au dérèglement climatique qui s'accélère, mais aussi aux nécessaires adaptations climatiques. On aura l'occasion de revenir. Mais de façon plus générale, mes pensées vont aussi vers ceux qui sont sur les routes, qui n'ont plus de pays, qui n'ont plus de chez soi, parce qu'ils fuient les oppressions, mais ils fuient aussi des conditions qui deviennent de plus en plus difficiles, des conditions de vie, de sécheresse, de manque d'eau, dans beaucoup de pays au monde, ou d'inondations catastrophiques. Donc nous avons vraiment une responsabilité collective à l'échelle du monde entier pour limiter au maximum ce réchauffement et pour changer de vie, pour permettre aux gens de continuer à vivre chez eux et de vivre correctement. Au niveau de la commune, nous avons pris conscience depuis bien longtemps que nous avions une obligation de concilier le développement économique et l'écologie. Donc nous avions mené des réflexions il y a déjà 25-30 ans, puisque je suis maire, c'est mon 6e mandat, donc j'ai du recul, pour dire on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas accepter n'importe quoi, il faut vraiment travailler à la fois sur le cadre de vie, le bien vivre, savoir créer des événements festifs, mais aussi savoir porter un développement qui soit un développement qui respecte un certain nombre de valeurs. Et nous, nos valeurs,
ce sont bien les valeurs de qualité environnementale. Et on a travaillé par exemple à ce que nos agriculteurs soient des agriculteurs qui pratiquent l'agriculture biologique. Donc on a agi sur un certain nombre de points. Alors ce qu'on a surtout fait en 2017, au moment où nous entrions dans de nouveaux projets, nous avons décidé de nous poser la question: quelle est notre vision pour Breitenbach à l'horizon 2025-2030 ? Et là, nous avons mené plusieurs séminaires avec un cabinet spécialisé dans ce genre de travail, et nous avons voulu nous donner une vision. Donc de cette vision est née la notion d'éco-village. On aura aussi l'occasion d'y revenir, mais je pense qu'il est important parfois de se poser la question, pas seulement au niveau du conseil municipal, mais des conseillers, des acteurs locaux, diversifiés, en se disant vers quoi souhaitons-nous aller dans les 10 ans qui viennent. Ça a été un exercice extrêmement intéressant et très nourrissant en termes très fécond en termes de projets, puisque de là a découlé une orientation forte au niveau de la commune. J'ai été contacté 10 jours avant les élections de 1989 par mon prédécesseur, l'ancien maire, qui m'a réuni avec quelques personnes de son conseil municipal et qui m'a dit: voilà, on a décidé, vous serez le prochain maire. Je n'étais absolument pas préparé à ça, je n'étais pas du tout dans une logique, je n'habitais à Breitenbach que depuis 2 ans. Et donc je suis devenu maire tout à fait par surprise, et dans la foulée je suis devenu vice-président du SMICTOM d'Alsace centrale de façon tout à fait inattendue. J'ai découvert une commune qui avait peu développé les infrastructures et les moyens, et la toute première chose que j'ai constatée et qu'il a fallu travailler, c'est la rénovation cadastrale en même temps qu'un aménagement foncier. Donc on a porté ces 2 projets pendant 10 ans. Pendant quasiment 2 mandats, on a complètement retravaillé le foncier de la commune. C'était une des dernières communes, sinon la dernière, qui n'avait pas fait ce travail de rénovation. Ça a été extrêmement difficile, mais ça a vraiment donné un essor à l'agriculture. Ça a permis de créer de nombreux chemins, ça a permis de rénover les infrastructures rurales. Donc on a vraiment commencé par ça, mais ça nous a valu, bien sûr, un aménagement foncier, c'est quelque chose de très sensible, on le sait, ça l'a été. Et pendant 2 mandats, donc, on a fait ce travail qui a porté non seulement sur les terres agricoles, mais aussi sur les 250 hectares de forêt privée. Alors nous avons connu de nombreux projets, nous en connaissons encore, et j'espère que nous serons toujours dans des constructions de projets. Je me souviens qu'un des tout premiers projets, ça a été en 1990, des personnes sont venues me dire que nous avions un site potentiel de parapente. Et donc ça me paraissait intéressant, c'est le type de projet, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de bruit, voilà, donc je trouve ça tout à fait compatible avec nos forêts, notre environnement. C'est quelque chose qui demande un peu de courage pour s'élancer, c'est sportif. Voilà, alors je me suis rendu compte que des projets comme ça, c'est quand même très difficile à porter, parce que tout de suite, on a face à soi les chasseurs, on avait face à nous le club vosgien, des forestiers, etc. Des avocats qui représentaient ces partis, notamment les chasseurs. Ça a été voilà, le conseil municipal a été très vite prudent en disant non, on arrête le projet. J'ai dit non, on ne va pas arrêter avant d'avoir discuté et exploré toutes les possibilités de conciliation. Voilà, ça a toujours été une démarche. Des projets sont difficiles, mais voilà, on discute et on essaye de voir comment on peut faire pour rendre les différentes activités existantes et à venir compatibles. Donc on a mis 2 ans pour vraiment asseoir ce projet. Je me souviens d'une phrase qui a été très percutante, puisque lors d'une réunion avec l'ensemble des acteurs qui avaient commencé à 19h et qui essayaient de convaincre les différents partenaires de l'intérêt du parapente, vers 22h, un chasseur m'a dit: moi j'ai fait les calculs, si la surface qui est dédiée au parapente était transformée en forêt, vous gagneriez tant et tant, alors que là vous ne gagnez rien du tout, quasiment rien.
alors expliquez-moi pourquoi vous voulez garder cet espace ouvert. Et je lui ai dit, pour que les fées puissent danser. Il m'a dit, bon, vous avez gagné, allez, vous pouvez sortir les bouteilles de vin. On a connu de nombreux projets. Alors, le parapente était intéressant parce qu'il a permis de résoudre le projet suivant. Dans les fin des années 90, la villa Ouragan était dans la tempête. Alors, la villa Ouragan, c'est une villa qui se trouve au col du Kreuzweg, sur la commune de Breitenbach, en limite de la commune, qui avait été construite dans les années 30 par le constructeur automobile Émile Matisse. Et la ville de Forbach avait racheté en 1956 cette villa pour en faire une colonie de vacances, parce que la ville de Forbach, bon, c'était les mines de charbon, etc. Et dans les années 90, la ville de Forbach voulait s'en débarrasser. Et donc, on a appris, fin des années 90, que c'était une communauté étrangère plutôt fondamentaliste qui voulait l'acheter. Ça ne nous plaisait pas du tout, ce n'était pas dans l'esprit d'ouverture et du village. Et donc, on a essayé de résoudre cette question, de savoir comment on pouvait trouver un porteur de projet pour cette villa. On n'a pas trouvé. Et en 2001, juste avant les élections municipales, la ville de Forbach, le maire m'avait dit écoutez, nous, quoi qu'il arrive, maintenant on vend parce qu'on a un débat municipal qui est complexe. Si vous ne trouvez pas, tant pis, nous on vend. Et à ce moment-là, on a un porteur de projet de parc d'Acrobranche qui m'a contacté. C'était en février 2001, vous voyez, les municipales en mars, pour me dire qu'il avait 6 sites en Alsace pour un parc d'Acrobranche et qu'il avait connu celui-ci parce que lui-même était parapentiste et qu'à l'occasion, il avait volé à plusieurs reprises au-dessus de la commune. Il avait vu que le village se transformait. Il avait notamment vu les effets de l'aménagement foncier qui avait permis d'ouvrir plusieurs dizaines d'hectares de friches et de les redonner à l'agriculture, de créer des chemins, etc. Et il se trouve que la forêt, il voulait installer ça, c'était à côté de la villa Ouragan. Donc je me suis dit, ça c'est une occasion à ne pas perdre. Du coup, première demande en février 2001, le parc était terminé en juin 2001. Donc vous voyez ce qui s'est passé entre-temps avec les élections. J'ai ensuite plaidé auprès de la communauté de communes pour qu'elle rachète cette villa et la transforme en hôtel. Ça n'a pas été simple non plus, je peux vous le dire. Mais en 2003, la communauté de communes a transformé cette villa Ouragan en villa Matisse, en mémoire au constructeur automobile. Et depuis, donc, ça a été le premier hôtel à Breitenbach. Pas le seul, puisque l'histoire se continue. Je passe quelques étapes, mais en 2011, une étape très intéressante, ça a été l'implantation d'une yourte sur la Chaume des Vaux, en partenariat avec un agriculteur voisin, yourte qui nous a aussi permis de nous confronter à une situation particulière qui était un permis. Lorsque le projet était discuté, la yourte relevait d'une tente déplaçable, donc sans permis. Et lorsqu'elle a été installée, la législation avait changé et il fallait un permis. Or, on était en zone naturelle, impossible de faire un permis. Donc, on s'est engagé à régulariser ce permis précaire que nous avons mis en place à ce moment-là, en faisant évoluer le PLU, le plan local d'urbanisme. Et nous avons donc engagé une révision générale de ce PLU fin 2011. Et en 2012, un autre porteur de projet est venu me trouver, qui lui souhaitait créer un hôtel insolite. C'est un porteur de projet, un jeune architecte paysagiste franco-danois qui souhaitait développer un hôtel vraiment intéressant avec des huttes. Et donc c'est là qu'est parti le projet du 48 degrés Nord, qui est un hôtel emblématique dans le massif des Vosges maintenant. Et nous avions bien fait d'engager cette révision du PLU parce qu'elle a été particulièrement complexe. Le préfet de l'époque m'avait d'ailleurs dit si je veux montrer à quelqu'un un PLU d'une très grande complexité, je vous l'envoie.
Ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu, puisque moi je pensais qu'en 2014, aux élections qui suivaient, le PLU serait terminé. Et en fait, il n'a été approuvé qu'en février 2017. Et l'hôtel 48 Nord a pu ouvrir en 2020, dans une situation critique aussi, tout de suite, pour ouvrir un nouvel hôtel en pleine crise du Covid. On a connu aussi des sueurs froides. Voilà quelques projets qui se sont développés. Alors, entre-temps, le parc d'Acrobranche, les yourtes se développent, donc il y a eu de nouveaux projets. Ces projets ont souvent fait ces derniers temps l'objet de recours devant le TA par des riverains, des particuliers, des chasseurs, etc. On a toujours réussi à résoudre ces problèmes par le dialogue, par un argumentaire, mais tout projet aujourd'hui en milieu naturel est compliqué, très compliqué, et demande vraiment une forte volonté politique pour les mener à bien. Alors, un moment particulièrement important, ça a été 2017, après ces séminaires que nous avons faits sur la vision à l'horizon 2025-30. En effet, le bureau d'études, PwC en l'occurrence, nous a fait un retour en disant tout converge vers une notion qu'on pourrait qualifier d'éco-village. Alors, le mot éco-village était tombé, mais la question qui se posait, qu'est-ce qu'on met dans un éco-village? Comment est-ce qu'on construit un éco-village? Et du coup, on a commencé à réfléchir, et le porteur de projet du 48 Nord, donc Émile Leroy, avait travaillé pour une communauté de communes à un projet. Il avait remporté un concours, il a un bureau d'études, il avait remporté un concours sur plusieurs millions d'euros sur une voie verte, qui est célèbre en Alsace, la voie entre Rossum et Saint-Labor. Et la communauté de communes lui avait demandé à l'époque de répondre aussi à l'appel à projet Tram verte et bleu. Et il m'a dit, tiens, ça peut être une première approche, une première entrée. On peut répondre à l'appel à projet Tram verte et bleu. Ça peut être une première étape pour la construction d'un éco-village. Et donc, on s'est mis au travail tous les deux. Alors, j'ai fait le tour de mes collègues maires. Il n'y en a qu'un seul qui était intéressé, c'est le maire voisin de Saint-Martin. Et à deux, on avait quand même peu de chance, parce qu'à l'époque, d'autres communes ou la communauté de communes n'étaient pas du tout intéressées par la démarche. À deux, on avait peu de chance d'être retenus, parce qu'une tram, par définition, c'est quand même assez large. Donc on avait, nous, travaillé sur une trame entre la vallée de Villers, les zones naturelles de la vallée de Villers et celle du Champ du Feu, du massif auquel on est adossé. On a répondu à cet appel à projet. Émile avait la technicité, moi j'ai fait des côtés administratifs, historiques, etc. Et on a été retenu. Contre toute attente, on a été retenu. On a eu un financement de 90 000 euros à 80%. On a pu engager nombre d'actions sur les deux communes. Et dans la foulée, il y a eu des articles de presse. On a travaillé ensemble et d'autres communes ont été intéressées. Donc du coup, en 2018, on a répondu à un nouvel appel à projet. Donc c'est toujours la commune de Breitenbach qui portait. Alors pour le deuxième appel à projet, ça concernait 5 communes, dont 2 communes situées hors communauté de communes, donc à la frontière de notre communauté de communes. On a relancé ça en 2020, 10 communes du coup étaient intéressées. Et puis en 2023, on a demandé à la communauté de communes de porter, cette fois-ci pour 20 communes, situées sur 4 communautés de communes différentes, mais sur des couloirs nationaux, des couloirs écologiques d'intérêt national. Donc c'est vraiment un exemple où on peut montrer que en faisant une petite expérience locale, en acquérant de la technicité, des contacts, des partenariats qui sont noués avec les arboriculteurs locaux, avec la LPO, avec le GEPMA, avec Revive d'Alsace, etc., avec la Fredon, on a vraiment pu construire un projet très intéressant. La population a répondu de façon très favorable. Il y a eu des débats publics. Hier soir encore, on avait un débat très intéressant ici même à l'espace socioculturel sur la trame verte et bleue. Aujourd'hui, donc, la dynamique est vraiment lancée. Et c'est une dynamique qu'on s'est dit, on peut la répéter sur d'autres projets. Alors en
2018, nous avons aussi lancé un projet de pôle scolaire et périscolaire, donc sur 4 communes voisines. C'est un gros projet à quasiment 6 millions d'euros hors taxe, donc c'est un projet très très important pour des communes qui ont moins de 800 habitants, entre 300 et 800 habitants. Hein. Donc voilà, financièrement c'est lourd à porter, mais c'est un projet extrêmement intéressant. Et donc ces communes ont pris l'habitude, à travers ce projet de pôle scolaire et périscolaire, à travers le projet de tram vert et bleu, etc., de discuter, d'échanger ensemble. Et on a progressivement, dans les années 2020-2021, commencé à travailler sur un projet beaucoup plus conséquent. Parce que je leur ai dit, vous voyez, nous on travaille sur le projet Éco-Village, on pourrait faire ça en commun, ça aurait beaucoup plus de sens, plus d'intérêt. Et on a appelé ce projet un projet Éco-Territoire. Et ce projet s'est porté sur 5 communes, situées sur les 4 de la communauté de communes de la vallée de Villers, et une commune qui est la communauté de communes de la vallée de la Bruche, qui est située en hauteur. On a commencé à travailler en 2021 sur un projet qu'on a donc nommé projet Éco-Territoire, qui vise en fait à répondre aux enjeux climatiques, aux enjeux environnementaux. Donc, on a validé une dizaine de thématiques qui sont la biodiversité, qui sont la résilience de la forêt, qui sont l'alimentation, le verdissement de l'alimentation, qui sont les mobilités douces, qui sont la rénovation thermique des habitations, autant privées que publiques, etc. Et on a commencé à travailler à ce sujet. Donc, à partir de cette vision, de ce travail de recherche d'une vision, nous avons passé au niveau du village à un travail plus collaboratif sur 5 communes. Alors on s'est arrêté à 5 communes parce que d'autres communes étaient intéressées. Mais vraiment pour faire une première expérience locale, il ne faut pas qu'il y ait trop de gens parce que c'est quand même très très lourd à porter. Et donc on travaille actuellement à ce projet qui s'ouvrira par la suite à d'autres communes bien entendu. Alors 5 communes dont la capacité d'autofinancement est extrêmement faible, comment porter ensemble des projets. Donc l'idée a été de trouver des financements autres que les financements institutionnels pour lesquels on a toujours un reste à charge d'au moins 20%, qui est déjà en soi difficile à porter. Et quand on a des besoins qui sont évalués à plusieurs millions d'euros, puisque par exemple on veut travailler sur l'eau, rien que sur la commune de Breitenbach, on a travaillé avec... Alors je fais une petite parenthèse, on a aussi fait appel à de l'ingénierie. Donc on a travaillé au 4e trimestre 2021 avec les étudiants en master de la faculté de géographie de Strasbourg, qui ont fait un diagnostic du territoire. Les mêmes en 2022 ont établi des pistes sur les bâtiments et les espaces publics de la commune. Nous avons travaillé avec des étudiants et un enseignant-chercheur de l'ENGES sur les problématiques d'eau, puisque nous constatons que maintenant, de façon récurrente, en été, nous avons des problématiques d'accès à l'eau, puisque tombe régulièrement vers la mi-juillet la restriction ou l'interdiction de l'usage de l'eau pour les jardins, les espaces publics, etc. Et aussi pour la forêt, puisque on est amené maintenant à arroser des plants forestiers pour qu'ils résistent les 2-3 premières années et réussissent à s'enraciner. Et donc, sur toutes ces questions d'eau, de rénovation des bâtiments publics, d'aménagement de l'espace public, etc., nous avons établi des coûts, et rien que sur l'eau, par exemple, la mise en place de citernes qui nous paraissent nécessaires, des citernes de 120 mètres cubes. Sur Breitenbach, on estime à peu près de l'ordre de 600 000 euros de dépenses. Alors bien sûr, il y a les financements institutionnels, mais la commune ne peut pas, disons, compléter. D'où l'idée de créer un fonds de dotation citoyen. Donc une quinzaine de citoyens se sont réunis pour fonder un fonds de dotation. Donc on a réuni 15 000 euros. On a créé un fonds de dotation qui a des objectifs qui sont globalement ceux de l'éco-territoire et qui sont appelés à soutenir des projets avec des financements citoyens. L'idée est assez simple, hein. On se dit que
Un fonds de dotation permet de déduire 66% ou 60% pour les entreprises les sommes qui sont versées. On estime que des citoyens un peu avertis sont capables de donner 100 € par an pour des projets d'adaptation au changement climatique, pour donc travailler sur la forêt, sur la biodiversité, enfin tout ce qui a été dit précédemment. 100 €, ça veut dire 300 €, puisque 200 € sont déductibles. Ça représente 25 € par mois. Donc on s'est dit, voilà, on va essayer de trouver, de convaincre des citoyens d'abonder ce fonds, et avec ce fonds, de contribuer au financement des projets dans cette vallée, dans les vallées voisines, pour permettre de mettre en place dans les années à venir des projets conséquents, de travailler avec des entreprises aussi, de travailler avec des fondations. Et donc il y a un énorme travail qui est fait en ce moment pour mettre en place ce projet de fonds de dotation, pour le faire connaître, pour le faire vivre et pour permettre aux collectivités de disposer des moyens pour mettre en œuvre ces projets. Un premier résultat du fonds de dotation, alors nous avons une entreprise qui nous a versé 100 000 €, nous avons une autre entreprise 20 000 et puis des particuliers qui nous ont versé plusieurs milliers d'euros. Et donc avec ça, nous avons pu engager 2 chargés de mission, une chef de projet puis une chargée de mission. L'une travaille sur l'ensemble des problématiques, l'autre est particulièrement attachée à la rénovation thermique des bâtiments. Donc on a créé un guichet unique avec différents partenariats, la collectivité européenne Alsace, France Rénov', les 2 PETR, les 2 communautés de communes, les 5 communes de l'écoterritoire, etc. Donc ça a été long à mettre en œuvre parce que bon, chaque partenaire doit se situer dans ce partenariat de guichet unique. Aujourd'hui, c'est pleinement opérationnel. On a à peu près 60 particuliers qui ont souhaité entrer dans cette démarche de rénovation de l'habitat. Il y en a bien d'autres qui le feront par la suite. Alors on a une masse de dossiers. On travaille aussi avec le CAUE. Donc il y a un architecte du CAUE qui rencontre les demandeurs, ainsi que notre chargé de mission, qui évalue le projet, qui cadre le projet. Ensuite, il y a un audit qui est fait avec 3 scénarios en général. Nous sommes aussi là pour calculer avec des spécialistes les restes à charge et permettre aux habitants de choisir le bon scénario et de s'engager ensuite dans la rénovation de leur habitat. Donc c'est un projet qui a démarré en avril de cette année 2023 et qui aujourd'hui a vraiment démarré auprès des habitants en juillet parce qu'il a fallu le construire et des réunions publiques dans les différentes communes et aujourd'hui il y a une réelle dynamique. Voilà un des projets et voilà, disons aussi une des choses tout à fait concrètes qu'a permis le fonds de dotation Imagine. Les relations avec la communauté de communes, le PETR, voilà, d'Alsace centrale, c'est quelque chose de très important, où parfois les acteurs ont du mal à se positionner. En effet, une communauté de communes peut se dire, mais c'est quoi ce groupe de 5 communes qui développent des projets? Comment est-ce qu'on se situe par rapport à eux? Surtout que la communauté de communes a mis en place des dispositifs d'accélérateur de transition, de petites villes de demain, etc. Et travaille de son côté sur la transition. Alors, on a bien compris avec la trame verte et bleue, et notre président de communauté de communes a bien compris qu'il y a des expériences qui peuvent se faire et qui peuvent ensuite se reporter sur l'ensemble, être proposées à l'ensemble de là, voire des communautés de communes voisines. Moi-même, je suis vice-président à la communauté de communes, je suis en charge des finances, donc je fais ce lien qui est nécessaire. Il faut expliquer. La même question se pose pour le PETR qui porte un plan climat, qui travaille sur l'économie circulaire. Alors moi, je préside le SMICTOM d'Alsace centrale. L'ADEME nous a demandé d'être moteur pour les communautés de communes au niveau de la thématique de l'économie circulaire. En tant que président du SMICTOM, je rencontre l'ensemble des communautés de communes d'Alsace centrale et 6 communautés de communes, qui elles-mêmes sont réparties sur 2 PETR. Donc les structures et le millefeuille, on le connaît bien, mais disons, avec patience et explication, tout se passe bien, mais c'est vrai qu'il faut toujours veiller à ce que les différents échelons comprennent bien ce que fait l'un et l'autre.
J'ai parfois des collègues qui me disent « Toi, tu as de la chance. Tu as plein de projets qui ont abouti, etc. » Je leur dis « Oui, mais la chance, ça se provoque, d'une part, et ça se construit d'autre part. » Alors, ça se provoque parce que pour qu'un hôtel ou 2 hôtels puissent se développer sur une petite commune, eh bien, il faut travailler le règlement d'urbanisme, par exemple. Il faut le prévoir. Il faut faire un très très gros travail que nous avions engagé en tout début de mes mandats en faisant cette rénovation foncière, cette rénovation cadastrale. Dans ce cadre-là, la commune, par exemple, a acquis de l'ordre de 5 hectares, qui était une immense friche. Personne ne s'y intéressait. Et aujourd'hui, c'est un endroit absolument remarquable où se situe le 48 degrés nord. Et il faut prévoir, il faut avoir une vision toujours, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir dans ma commune, qu'est-ce qui serait important, etc. Moi, par exemple, en ce moment, j'ai une vision, on va travailler sur l'alimentation. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un jour une restauration qui soit bio, plutôt végétarienne, qui puisse s'installer. Je travaille sur l'installation d'un projet de vannerie, je travaille sur l'installation de projets comme ça. Ça ne se fait pas tout seul, mais il faut toujours avoir des projets en tête. La deuxième chose, il faut de l'engagement. Alors ça, c'est difficile parce qu'il faut vraiment passer beaucoup de temps et puis parfois il y a de l'adversité. Il y a l'adversité réglementaire. Moi, j'ai dû passer à 2 reprises par des permis précaires. Je ne connaissais pas l'existence des permis précaires et c'est toujours quelque chose où on est sur disons, en porte-à-faux. Ça a été le cas pour la yourte, ça a été le cas pour la grande tyrolienne qui a été mise en place en 2023 au niveau du parc d'Acrobranche. Il y a la complexité des textes. Par exemple, pour le 48 degrés nord, on s'est rendu compte en 2013 qu'il fallait créer une unité touristique nouvelle. Nous avons eu une chance inouïe de pouvoir le faire. Alors, je peux raconter rapidement l'histoire. En mi-octobre 2013, on a été averti par le service du département qui, à l'époque, montait le dossier du fait qu'il fallait passer par une procédure d'unité touristique nouvelle. Dans le même temps, on savait que le 17 décembre de la même année, le projet de SCOT était approuvé et il ne contenait pas d'UTN. Donc qu'il était impossible de modifier le SCOT d'une part et donc de mettre en place une UTN. Donc on s'est dit qu'est-ce qui se passe, quelle serait la situation s'il n'y avait pas de SCOT et quel serait le parcours à faire. On s'est rendu compte qu'il fallait que des bureaux d'études fassent une évaluation environnementale, que cette évaluation environnementale soit intégrée dans un dossier remis à la DTT, qui le mettrait à disposition du public pendant 1 mois, qui passerait ensuite devant une commission CDSP à la préfecture, commission qui émettrait un avis au préfet qui prendrait une décision. On imaginait le temps que ça prendrait. Il se trouve que pour le 48 Nord, le porteur de projet, c'est un urbaniste, un architecte paysagiste, urbaniste, qui travaille dans un bureau d'études. Moi, je lui ai dit, écoute, tu vas réunir tous tes amis et vous allez faire cette étude environnementale dans un temps record. Nous-mêmes, on va prendre les délibérations qu'il faut. Donc on a fait ça, on a remis un dossier en l'espace de 2 semaines. C'est un temps absolument record. On n'a pas passé par un cahier de charge, par une consultation pour retenir un bureau d'études, par un choix de bureau d'études, par tout le temps nécessaire au bureau d'études. Donc vous voyez déjà que c'était une opportunité. Ensuite, il a fallu passer par la mise à disposition du public. La commission a été réunie avec l'appui naturellement des autorités de l'État qui étaient favorables au projet, ainsi que le département. On a passé des caps difficiles sur lesquels je ne m'exprime pas. Et le 12 décembre de mémoire, c'est-à-dire 5 jours avant l'approbation du SCOT, nous avons eu l'avis favorable du préfet pour la construction d'une UTN. Donc c'était très très chaud, tout à fait inattendu. Et des choses comme ça, on en a eu plusieurs. Sur les projets actuels de yourte ou d'extension, on a été... il y a eu des recours devant le tribunal administratif, devant le tribunal administratif d'appel à Nancy, etc. Il fallait un avocat, il fallait constituer des dossiers, il fallait répondre, il fallait discuter, dialoguer, etc. pour apaiser, pour passer ces obstacles.
Donc il faut un réel engagement et une réelle volonté politique, un conseil municipal qui accepte cela aussi. Donc voilà. Donc parfois je rappelle ça à mes collègues quand ils disent « t'as de la chance », je leur dis oui, mais tout le monde peut provoquer la chance. Vous venez d'écouter Les Vendredis de la Transition écologique, un podcast proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, conçu et enregistré par Fabienne Anctil, chargée de mission Transition écologique. Le montage a été réalisé par Marion Guéricola, en charge de la communication. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes des Vendredis de la Transition écologique sur le site internet de l'association www.citoyenterritoire.fr.